c'est pas juste entre tous les deux, c'est avec vous aussi. Ah, c'est avec vous aussi. Alors, Voilà. Moi, je vous associe. Vous avez vu, vous avez exclu lui déjà. non, bien vous a sûr. viré. Je suis monstrueux. Alors, cela dit, normalement, on commence par parler tous les deux, puis après, on se tourne vers la salle et on dit alors. Tu vois, enfin voilà. Mais cela dit, si tu veux qu'on y parle tout de suite, ça ne me gêne pas du tout. Alors Raymond Domenech, moi je suis ravi de vous accueillir. Alors c'est un peu particulier pour vous d'être ici, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut dire ça, mais vous êtes vraiment d'ici. Et quand je dis d'ici, je veux dire que vous êtes vraiment d'ici. Est-ce que vous pouvez nous préciser jusqu'à quel point vous êtes d'ici ? Oui, moi je suis un vrai Lyonnais. J'irais même plus que ça, je suis né dans le 8e. Je suis juste là à côté. J'ai traîné là autour pendant des années. J'ai vu la piscine se construire. J'ai même rencontré ma première femme. Oui, il y en a eu d'autres. Mais c'est vrai, mais la première, c'est la là. vie, ça. Ici, Paris, je connais tous les arbres. J'ai dit, quand on venait avec l'OL, quand j'étais entraîneur de l'OL, on amenait les joueurs faire la préparation athlétique là, le premier jour. Donc, vous voyez, si je connais le coin, le secteur, j'ai vraiment l'impression d'être à la maison. Mais honnêtement, c'est une belle maison. Hein. Bah oui, c'est une jolie maison, hein, avec une vie quand même extraordinaire, hein, avec une descendance assez particulière, parce que vous êtes fils de républicain espagnol, ce qui fait un lien avec Daniel Herrero, qu'on a reçu vendredi soir, puis lui aussi a la même provenance. Je ne savais pas pour Herrero. Oui, moi aussi, c'est vrai. C'est fils d'émigré. Je le répète souvent aux gens, parce qu'il y a une espèce de particularité et de dire... J'étais sélectionneur de l'équipe de France, mais je suis fils d'émigré. C'est une forme d'espoir permanent qu'on donne à tout le monde. On dit c'est pas parce que on est au départ plutôt mal parti, parce que lui il a été viré de chez lui et il valait mieux qu'il s'en aille, parce que c'était compliqué de se retrouver dans un pays qui vous accueille, qui vous donne les moyens de grandir, qui donne à vos enfants les moyens de devenir, de s'intégrer dans la vie républicaine telle qu'elle est faite en France. Je trouve qu'on le souligne pas assez. Donc je le revendique, je suis fils d'émigré. Et ça, c'est un peu quand même Non, c'est pas grave. Non, merci, c'est gentil, mais c'est pas grave, je m'en occuperai. C'est un peu... Merci beaucoup. C'est un peu un des aspects les plus importants du sport. C'est que le sport, en fait, vous êtes un homme qui s'est fait tout seul. Et quelque part, je trouve que vous avez un côté héros du Far West. Vous voyez, il y a quelque chose de ça, comme Lonesome Cowboy, vous voyez. Celle-là, on ne l'a jamais fait. Ouais, faire tout seul, je crois pas. Je veux dire, on a de l'énergie, on a quelque chose quand on grandit, chacun a des moyens, des capacités et essaye d'évoluer, mais on évolue dans un contexte. On évolue avec des gens autour de nous. À chaque fois, je dis, je suis devenu footballeur professionnel, peut-être par hasard, mais parce qu'autour de moi et toute mon enfance, j'ai été accompagné par des gens, par des entraîneurs. Je me souviens, à l'OL, j'avais deux messieurs qui... À 18 ans, vous intégrez l'OL, hein ? Oui. Ah non, à 8 ans. À 8 ans. À 8 ans, j'ai commencé à l'OL. Ah oui, ça fait tôt. Je suis un pur enfant de l'Olympique Lyonnais. C'est vous dire à quel point j'ai mal au ventre en ce moment. Mais c'est tous ces gens-là qui vous font grandir, qui vous donnent qui passent des messages. Tous ces éducateurs qu'on côtoie au fur et à mesure, des gens bénévoles ou payés au lance-pierre ou au black, ça dépend. Ça dépend les endroits et les clubs. Voilà. Non, c'est des remboursements kilométriques en général. Ouais, c'est ça. Attendez que l'URSSAF elle vous tombe dessus, vous allez voir ce que ça donne. Donc on est porté par ces gens-là. On est orienté à un moment. Après, on a le potentiel ou pas. Mais on a le potentiel et un peu de réussite et un peu de chance. Il faut un peu de talent. Le talent, c'est pas ce que j'avais en plus. Un peu beaucoup. Non, le talent, c'est pas ce que j'avais en plus. Ce que j'avais en plus par rapport aux autres, c'est la détermination. C'est l'envie, la détermination. Je suis souvent avec des gamins et c'est ce que je leur dis. Je dis, c'est pas parce qu'à 10 ans, 12 ans ou 13 ans, 14 ans, vous êtes bon ou vous êtes le meilleur de votre génération que vous allez réussir. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui y croient le plus longtemps. C'est ceux qui s'accrochent, c'est ceux qui se battent, c'est ceux qui continuent, c'est ceux qui renoncent pas. C'est ceux-là qui réussissent. Les autres, moi dans ma génération, je vous assure, de l'âge de 10 ans jusqu'à 18 ans,
il y en avait toujours 2, 3 qui étaient meilleurs que moi. Hein. Toujours. Mais au fur et à mesure, il y a cette forme de ténacité, donc plus que le talent, je dirais, c'est cette capacité à m'accrocher. D'ailleurs, je l'ai mis après sur le terrain aussi, je m'accrochais beaucoup aux adversaires. Voilà, je ne l'ai pas lâché, cette notion de s'accrocher, de ne pas lâcher, de toujours se battre, de jamais renoncer. Pour moi, c'est essentiel. Et pour les gamins, je leur dis, vous savez, quand je suis arrivé à Lyon, un des premiers trucs que j'ai fait, que j'étais entraîneur en 89, 87, je ne sais plus, jusqu'en 93, 88. Ouais. Entraîneur en 84, entraîneur au FC Mulhouse. Oui, mais à Lyon, je suis arrivé en 88 après, ou 89. Et je suis allé au centre de formation. Et les gamins, ils sont là, c'est tous les nouveaux qui arrivent. Ils étaient 23. Parce que j'ai eu ces Bacilla qui étaient là, qui m'en a parlé encore l'autre jour, ils s'en souvenaient encore. Et je les ai rassemblés comme ça, je leur ai dit, écoutez, c'est bien là, vous êtes contents d'être là, hein, c'est super. Vous êtes des futurs footballeurs. Vous êtes combien ? 23 ? Vous savez combien il y en a qui vont réussir ici ? 2, voire 3. Tous les autres, vous êtes morts. Il s'en souvient. Et le problème, c'est que les 23, ils pensaient qu'ils étaient dans les 3. Et oui, toujours, mais heureusement, et heureusement d'ailleurs, mais c'est ce qui fait la différence. Mais il y a ceux qui sont passés, et effectivement, dans cette génération, je pense qu'il y en a eu un peu plus. Ils étaient 3 ou 4 qui sont devenus pros. Ça veut dire que c'était déjà les meilleurs de leur génération quand ils sont rentrés dans le centre de formation à 15 ans, 16 ans. Et ils pensaient qu'ils étaient déjà pros. Ben non. Il y a dans tous les centres de formation, tous les ans, il y en rentre 20 qui sont les meilleurs de leur coin. À la fin, il y en a 1, 2, voire 3 qui, au bout de 3 ans, deviennent professionnels. Il faut leur répéter aux gamins, il faut leur dire. Ou que les parents, des fois, même aux parents, il faut le dire. Parce qu'ils s'imaginent que quand ils ont mis leur enfant dans un centre de formation, il est devenu professionnel. Non. Il est devenu professionnel à partir du moment où il a signé, et encore, c'est même pas sûr. Où il a commencé à jouer et qu'il a fait une quinzaine, une vingtaine de matchs en première division ou en deuxième division. Là, oui, on peut dire il est parti dans le métier. Avant, vous n'y êtes pas encore. Vous êtes loin d'y être. Alors, vous avez une vision assez combattante du football. De tout ce que vous dites, hein, vous aviez, quand vous étiez joueur, dans vos jeunes années, vous aviez la réputation d'un joueur dur. Alors, j'ai vu, il y avait des articles qu'on vous appelait le boucher. Ça dit quelque chose. Et vous aviez déclaré « le football, c'est la guerre ». Vous le regrettez, ça, ou vous dites « non, c'est vrai, non, le football, c'est la guerre hein. ». Non, mais alors là, c'était à l'époque que, si quelques-uns ont connu, comme moi, où les journalistes rentraient dans les vestiaires. Ils venaient, on prenait la douche. Avant qu'on arrive, nous, dans le vestiaire à la fin du match, des fois, ils étaient déjà dans le vestiaire, en train d'attendre pour nous interviewer. Et on se déshabillait, on prenait la douche, ils étaient là au milieu, ils posaient des questions aux uns et aux autres. Et il y a un journaliste qui était là, moi j'étais en train de me déshabiller, j'allais prendre la douche, et c'était un match où il y avait eu, je ne sais pas si c'est pas le match de Marseille, où il y avait eu une espèce de truc avec Scoblar, où il m'avait frappé, il m'a ouvert la tête et on a gagné 4-0. C'était contre Marseille. Voilà, c'est ça. Et à la fin, le journaliste rentre, pose des questions sur ce qui s'est passé, l'agressivité. Et lui dit, mais en fait, le football, c'est la guerre. C'est lui qui le dit. Ah oui. Moi, je lui dis, ouais, le football, c'est la guerre. Et le mec, il est parti avec ça. Ils avaient ce qu'on appelait les nagras, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est ça, des magnétophones à l'époque. Là. Il est parti en disant à tout le monde, j'ai une bombe là-dedans. S'il m'a piégé, ouais, effectivement, il m'a piégé. Mais bon, si c'était à redire, je le confirme, c'est la guerre avec des règles, avec des normes. On appelle ça la guerre si on veut, il n'y a pas de mort, mais c'est un combat. Si on ne fait pas de combat, je ne sais pas, on va faire de la danse. C'est pas un combat, mais c'est un combat contre soi-même déjà, la danse, pour y arriver. Mais tous les sports, il y a une forme de combat. Celui qui n'a pas ça en tête,
Il va faire autre chose. J'allais dire, il va jouer aux échecs. Non, parce que même aux échecs, c'est un combat face à quelqu'un. C'est et chaque fois, il y a une confrontation. Alors qu'on l'appelle guerre, combat, bataille, comme on veut. Il y a une opposition. Et à un moment, il faut répondre à l'opposition. Et le truc du boucher, alors là, c'est les légendes. Vous savez, si j'avais arrêté de jouer ou arrêté d'être entraîneur à 33 ans, comme j'ai fini ma carrière de joueur, mais jamais on n'aurait parlé de ça. J'ai des joueurs, et vous en avez connu quelques-uns, qui étaient plus méchants que moi, plus agressifs, qui faisaient plus de fautes, et qui ont arrêté, qu'on a oublié. Moi, c'est parce que j'ai continué dans le métier qu'on a retrouvé des trucs, qu'on sort maintenant. Voilà. Je suis content parce que quand je suis avec mon fils, il est tout content de l'entendre. Oui, ça va lui plaire d'avoir un papa qui est un peu une sorte de cow-boy. Mais de se dire, quelque part, ça le ramène à mon époque. Et il a eu une forme de fierté. Il dit, c'est vrai, il a existé à travers le foot. C'est pas juste une légende, parce que maintenant je joue plus. Et c'est les gens que je rencontre qui me disent, ah, ton père, comment il était. Mais pas plus que les autres, je vous assure, j'en ai connu quelques-uns. Quand il fallait aller à Nîmes ou à Bordeaux, non, à Saint-Étienne, non, on n'en parlait pas. Voilà, c'était des vraies batailles, des vrais combats avec des tueurs en face. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas je rappelle, il n'y avait pas de VAR, il n'y avait rien, on ne voyait pas le match. Il y avait que l'arbitre qui décidait, il y avait le public. Le VAR, c'est la vidéo. Voilà, quand vous alliez à Bastia, Ajaccio ou n'importe où ailleurs, il n'y avait rien. C'était vous en face du combat, tout seul. Bastia, ça reste assez rustique à ce niveau-là. Mais il y a les télés. Il y a les télés qui ont changé la donne. On ne peut plus faire n'importe quoi. Parce que tout est vu, tout est filmé, tout est même dans l'intérieur des vestiaires. C'est plus pareil. Nous, à l'époque, on pouvait faire ce qu'on voulait. Nous, quand on rentrait dans les couloirs et qu'on était côte à côte avec les adversaires, je vous assure, quand je les vois maintenant, ils me font peur. Ils sont là, ils se sourient, les copains, ils se saluent, ils sont tous contents, ils vont rentrer au match. Nous, on rentrait comme ça, on regardait le mec comme ça, on tapait les crampons pour lui montrer qu'on avait des machins comme ça, on se rapprochait comme ça. T'as intérêt à être bon aujourd'hui, sinon je vais te découper. Mais gentiment. C'était amical. C'est une forme de pression qu'on mettait à l'adversaire. Maintenant, vous faites ça, il faut mettre la main comme ça. Attention. Voilà, c'est la différence. Mais finalement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que souvent, on a tendance à dire « Ah, le bon vieux temps, c'était tellement mieux avant. Aujourd'hui, c'est épouvantable. Le football, c'est épouvantable, c'est horrible. » Or, d'une certaine façon, avant, c'était aussi la porte ouverte à beaucoup de dérives quand vous avez démarré. Ah oui, j'ai lu, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Il y a une étude qui a été faite justement sur cette notion « avant c'était mieux ». Et c'est notre côté psychologique qui nous fait toujours entrevoir le négatif en premier. Et on voit que les choses négatives. On ne voit pas le positif. Je vous assure que dans le foot, c'est plutôt positif maintenant. Les attaquants de notre époque, c'était des joueurs exceptionnels. Exceptionnel, je vous assure. Parce que pour échapper à ce qu'on leur mettait quand on arrivait lancé derrière et qu'on prenait tout, il fallait qu'ils aient un œil là, un œil sur le ballon, et qu'ils sachent comment ça allait se passer. Maintenant, à peine ils sont touchés, ils tombent, il y a la caméra, il y a le truc. Voilà, ils sont... C'était pas mieux avant, je vous assure. Le football, d'ailleurs, à partir de... Ça a basculé au niveau de l'arbitrage en 1904, la Coupe du Monde 90 en Italie. Je ne sais pas si vous vous souvenez. La pire Coupe du Monde qu'on ait jamais vue. Rien, il ne s'est rien passé. Il n'y avait que des coups, que des attentats, que des matchs que personne ne se souvient. Même, je suis en train de chercher qui l'a gagné d'ailleurs. C'est l'Allemagne contre l'Argentine. Oui, c'était tous les 4 ans, c'était Allemagne et Argentine d'ailleurs, c'était ça. C'était les deux plus violents, les deux plus agressifs, voilà, c'était ça. Et ceux qui avaient les arbitres avec eux aussi. Ils ont changé en se disant, si on continue comme ça, le football est mort. Parce qu'il ne se passe plus rien. Et à partir de là, l'arbitrage est devenu un peu plus sérieux, un peu plus sévère sur toutes les fautes. En fait, c'est la caméra qui vous protège, qui protège les joueurs aujourd'hui. C'est la caméra.
C'est la visibilité. C'est ça, c'est paradoxal. Hein. Non, c'est... Heureusement qu'il y a ça, parce qu'avant, je dis, vous pouviez faire ce que vous voulez. Personne ne... Je dis, vous alliez à Bastia, vous faisiez match à l'extérieur, personne allait savoir ce qui s'était passé. Vous pouviez le raconter, mais c'était votre histoire contre leur histoire. Et il n'y avait pas de débat. Maintenant, oui, les moyens techniques mis en place nous protègent. Et c'est mieux maintenant que c'était avant. C'est mieux maintenant qu'il y ait le VAR. Je sais que les gens sont un peu partagés parce que le VAR, ça dure, des fois ça peut se tromper. Voilà, la caméra, on dit mais pourquoi il n'a pas vérifié? En tous les cas, ça a une donnée qui est essentielle. On est sûr au moins qu'on ne se fait pas truander par l'arbitre. Il y a des arbitres dans le coin? Non, ça va, alors je peux y aller comme il faut. Parce qu'à une certaine époque, quand vous attaquiez un match, vous saviez que l'arbitre, il n'était pas pour vous et qu'il allait siffler dans l'autre sens. Donc l'arbitre, il était un petit peu acheté, c'est ça? Possible. À jeter, oui. Ah, d'accord. À jeter et acheter. Non. Et c'est plus, et je dis, et c'est plus possible maintenant. Depuis qu'il y a les télés, on a cette sérénité, cette tranquillité en se disant, voilà, on s'est arbitré. Peut se tromper, l'arbitre peut se tromper, comme les joueurs, comme les entraîneurs, mais en toute bonne foi. On a parfois le sentiment, alors ça fait toujours partie de cette vision trompeuse, que le football est plus violent aujourd'hui qu'il n'était. C'est pas le cas. Ah non, c'est ce que je viens de vous dire. Oui. Il n'est pas plus violent, il y a moins d'attentats, il y a moins de fautes, il y a moins... Ce qui est plus violent maintenant, c'est l'extérieur. Oui, c'est ça, c'est les supporters. Ah, c'est les supporters, oui, c'est ça qui est le plus violent. C'est les supporters et je dirais, il y a une autre forme de violence. Et vous en faites partie, et j'en fais partie. Ah bon. Les médias. Cette forme de violence qu'on n'avait pas. Je veux dire... Il y avait toujours l'équipe qui vous assassinait, oui. Non ? Non, pas de la même manière. C'était pas de la même manière. Avant, il y avait un journal. Et oui. Il ne pouvait pas être à sens unique. Il avait des nuances. Ils avaient des préférés, ils avaient des trucs. Mais vous n'aviez pas ce lynchage médiatique qui peut se mettre en place maintenant parce que il y a des journalistes parmi vous? Non. Non, il n'y en a pas ici. Je veux dire, par essence, le journaliste sportif, je vais être très sévère parce que je l'ai vécu, est un mouton. Et il suit le courant. Parce qu'il ne peut pas aller à contre-courant. Je veux dire, quand il y a quelqu'un qui est pris pour cible, je pense qu'en politique c'est pareil, et c'est parti, et c'est difficile de redresser la barre, et même pour les médias, de prendre le contre-pied. Peur de passer pour des abrutis, des incompétents, et donc on suit le fil, gentiment, plus ou moins, posément, mais tout le monde suit le fil. Et les contre-feux, il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a une vraie violence, et les entraîneurs, les joueurs qui le vivent, je dis souvent aux journalistes, je dis, n'oubliez pas quand vous écrivez quelque chose sur quelqu'un, derrière lui, il y a une famille. Ils disent, ouais, mais c'est un homme public, on a le droit de dire ce qu'on veut. Je dis, oui, mais les dégâts que vous faites autour, au moins, je vous le dis, comme ça, vous le savez. Vous le ferez, quand vous le ferez, maintenant, vous le ferez en toute conscience, c'est que quand vous critiquez quelqu'un sur ses compétences de joueur, d'entraîneur, sur son match, il a été bon, il n'était pas bon, c'est pas un problème. Quand vous débordez du cadre, et c'est souvent le cas dans les lynchages médiatiques, là, ça devient grave et ça devient dangereux. Donc la violence, pour moi, elle s'est déplacée du terrain aux spectateurs et aux médias. C'est à vous. Merci. Ben oui, mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi, elle s'est déplacée, peut-être cette violence d'une autre façon, par une évolution du jeu liée à la technologie. Qu'est-ce que vous en faites de l'intelligence artificielle, des datas, de tout ce qui permet de contrôler les joueurs, dont on mesure le nombre de moments où vous touchez le ballon, on mesure le nombre de pas que font les joueurs sur le terrain. Qu'est-ce que ça change, ça, dans la façon d'appréhender le jeu ? C'est du pipeau ou c'est quelque chose de sérieux ? Ce que ça change, c'est que pour les entraîneurs, ça fait mal à la tête. J'ai fait une petite expérience vite fait là, dans les temps modernes à Nantes. Et j'ai vu comment ça se passait. J'ai dit c'était bien pour moi. C'était un rappel du fonctionnement des clubs avec toutes les nouveautés et les datas. Et à chaque match, j'avais une pile comme ça de trucs. Et j'ai regardé, par conscience, voir ce qu'il y avait dedans, combien ils avaient couru, combien ils avaient touché de ballon, à quel endroit ils avaient touché de ballon. Et à la fin, je disais au mec qui me donnait les datas, dis-moi, mais
Qui a fait un bon match? Les datas ne peuvent pas vous le dire, ça. Les datas vous donnent des chiffres, vous donnent des lignes, vous donnent des stats. Mais vous avez un buteur. On prend toujours, on a parlé tout à l'heure, vous prenez Lionel Messi. Mettez les chiffres de Lionel Messi sur la feuille. Et vous ne savez pas que c'est écrit Messi. Hein. Et vous dites celui-là, vous me le virez, on n'en parle plus. Hein. Je ne veux plus le voir. Il marche. Voilà. Vous avez un avant-centre qui n'a pas touché beaucoup de ballons. Un avant-centre, en général, il touche entre une vingtaine de ballons par match. Si vous regardez les stats. Et sur 20 ballons, s'il a la chance d'en mettre un au fond, c'est merveilleux. S'il en met 2, c'est extraordinaire. Et des fois, ils n'en mettent pas. Comment vous jugez qu'il est bon? Alors que des fois, il a été très utile à l'équipe parce qu'il a fait des courses, il a fait des appels, il a fait du pressing. Il y a les chiffres et il y a l'intelligence de ce qui se passe sur le terrain que les datas ne nous donneront jamais. Jamais. Le lien entre les uns et les autres, elles nous diront oui, ils se sont fait, il y a une relation entre les deux, ils se sont fait 15 passes. Est-ce que c'est le schéma préférentiel de l'équipe? Mais quand vous voyez jouer les équipes et que le défenseur central, il donne une fois à l'un, une fois à l'autre, une fois à l'un, et que ça tourne comme ça, puis qu'on le donne au milieu de terrain, qu'il le remet derrière, c'est des passes que vous comptez. Hein. Alors on compte les défenseurs centraux, ils arrivent à toucher le ballon entre 60 à 80, des fois plus, de ballons dans le match. Mais est-ce que ces 80 ballons ont plus d'importance que les 20 qu'a touché l'avant-centre devant? Tout est relatif. Et c'est utile. Comme disait Didier Deschamps il n'y a pas longtemps, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu son article dans l'équipe, il dit « Qu'est-ce que vous pensez des datas ?» Il a dit, pour être gentil, il dit « Bon, oui, on les a, on les voit. Mais pour moi, ça me sert juste à confirmer ce que j'ai vu sur le terrain. Et c'est quand même l'essentiel. Si ça sert à ça. Mais là, on est en train de... Mais comme dans la vie, tout, hein, dans toutes les organisations, dans tous les systèmes, dans tout ce qui se met en place, les chiffres, les datas deviennent les directeurs, en fait. C'est en fonction des datas qu'on va prendre des dispositions, qu'on va donner des orientations, qu'on va faire des opérations, parce que les datas disent qu'il faut faire ça, ça et ça. Nous, on le ramène et on est quelques entraîneurs, peut-être plus anciens, ou qui le disent, c'est qu'on ramène à l'humain. Il y a le relais entre les uns et les autres. Une équipe, c'est pas juste 11 joueurs avec des chiffres et avec des lignes. Une équipe, c'est un groupe, c'est quelque chose qui se passe entre des gens, c'est un lien qui se crée, qu'on a envie de jouer avec quelqu'un, qu'on a envie de faire la passe, qu'on a envie de soutenir, qu'on a envie de défendre. C'est ça une équipe. Et ça, les datas, l'émotionnel, on n'a pas trouvé encore. Comment on pouvait juger l'émotionnel? Peut-être qu'un jour, on y arrivera en disant nous ne sommes que des machines avec des algorithmes et on fonctionne comme ça. Peut-être qu'on y arrivera. On n'y est pas encore. Je ne serai plus là pour le voir, j'espère. Quand vous étiez sélectionneur de l'équipe de France, alors surtout dans la période entre 2004 et 2010, vous avez dirigé 79 matchs, donc 41 victoires. C'est quand même pas mal, 41 victoires. Quel est le secret d'une équipe qui gagne? Qu'est-ce que vous qui êtes l'homme de l'œuvre, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une équipe gagne? Donnez-nous un peu le. Il y a quelqu'un qui a une réponse? Et il faut des bons joueurs. Je ne connais pas d'entraîneur avec des mauvais joueurs qui gagnent des matchs. Ah ça, on connaît des entraîneurs qui peuvent perdre avec des bons joueurs. Ça vous est arrivé après? Ça peut arriver. Tout dépend de ce qu'on appelle les bons joueurs. Alors qu'est-ce qu'un bon joueur? Si vous comparez, je vais le faire d'ailleurs, si vous comparez deux générations, 2006 et 2010, les gens me disent c'était dur en 2010. Je dis non. C'était dur en 2006. C'était beaucoup plus dur en 2006 pour moi de gérer, parce que quand vous discutez et vous allez exposer quelque chose à Thuram, à Henry, à Zidane, à Barthez, à des gens comme ça, et vous leur expliquez ce que vous voulez faire, comment vous allez faire? Vous avez intérêt à être carré. Vous avez intérêt à savoir ce que vous dites. Vous avez intérêt à ce que ça soit vraiment
quelque chose qui corresponde à ce qu'ils attendent et ce qu'ils imaginent. Et là, vous avez un vrai, je dirais presque un vrai combat. Dire comment les convaincre que ce que vous voulez faire passer à ces gens-là, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'eux, ils vivent dans les grands clubs, ils côtoient tous les grands entraîneurs, ils ont fait des grandes compétitions. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Mais la différence avec cela, c'est une fois que vous avez discuté, vous avez expliqué, vous avez convaincu, vous êtes sûr d'une chose, c'est qu'ils vont être là. Ça, c'est des grands joueurs. Pour moi, ça, c'est des grands joueurs. En 2010... La Coupe du Monde, oui, maudite. La Coupe du Monde, par rapport aux autres, j'essayais de discuter souvent avec eux, en leur posant des questions, en leur demandant comment ça se passait, comment ça allait. Bon, tout va bien, coach. Pas de souci, tout va bien. Mais vous êtes sûr, on ne pourrait pas faire ça? Non, ça va, pas de souci. Il n'y a rien qui vous inquiète, qui vous dérange? Non, coach, tout va bien, pas de souci. Maintenant, je le dis à chaque fois, je vois des entraîneurs, je dis le jour où vous êtes avec une équipe et que vous vous retrouvez et que les mecs vous disent « Non, coach, tout va bien, pas de souci. » Regardez sous la table. La bombe, elle est sous la table. Parce que quand il ne se passe rien, c'est là où il n'y a pas de frein, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de possibilité de les bouger, de les motiver. Ils vivent dans un truc d'espèce de « tout va bien ». Morne pleine, là où il ne se passe rien. Et quand ça pète, il n'y a personne qui peut retenir. Et vous ne savez pas pourquoi ça part. Et là, vous ne pouvez rien faire. C'est comme quand vous êtes en pleine mer, vous avez du vent, ça souffle, vous êtes le capitaine, vous pouvez barrer, vous pouvez mettre la voile. Et vous allez avancer quelque part. Et puis, la même chose, vous vous retrouvez en pleine mer, et il n'y a pas de vent. Et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les rames. Et vous ramez. Tout seul. Voilà la différence entre les vrais bons joueurs et les faux bons joueurs. Et quand vous avez trop dans Alors le même un faux groupe, bon joueur, c'est un joueur qui a trop d'ego? Tous les joueurs ont de l'ego. Oui. Mais alors c'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas mettre son ego de côté le temps du match ou de sa préparation? Ouais, le vrai bon joueur, c'est celui, comme ceux qui étaient là en 2006, c'est ceux qui ont conscience de qui ils sont, de ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Ils ne le font pas pour leur nombril particulier à ce moment-là. Ils le font parce qu'ils sont en équipe de France, ils veulent gagner quelque chose et ils jouent pour quelque chose. Les autres sont dans la cour de l'école. Et voilà, et lui il a dit ça, et lui il a fait ça. Et pourquoi moi je joue pas avec ce numéro-là? C'est la cour de l'école. Je leur ai dit une fois, je dis dans une causerie à la fin, j'ai l'impression, mais on peut plus le dire maintenant. On peut le dire. J'ai l'impression que j'étais dans une classe de filles. C'est un truc qu'il faut plus dire maintenant. Non, je le dis plus. Ah non, ça se donne attention. attention. Je l'ai pas dit. Voilà. Mais à l'époque, je pouvais encore le dire. Mais c'est le vrai problème, c'est que c'était des mecs et qui se comportaient d'une manière infantile. C'est le mot que j'aurais dû utiliser. Infantile. Voilà, c'est tout. C'est à regarder si l'autre il avait un peu plus, avait un peu moins, si on le considérait plus. Et là, voilà, il y a un moment où c'est un ego qui est mal placé. Mais les autres avaient un ego surdimensionné. Mais les joueurs de haut niveau et tous les sportifs de haut niveau ont un ego surdimensionné, heureusement. Et alors, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu, parce que ça passionne tout le monde, sur cette maudite Coupe du Monde de 2010 avec le recul, restez là. Hein. Avec le recul, comment vous interprétez? Il y a eu une série d'événements, alors je peux les lister, là. Il y a Nicolas Anelka qui vous engueule, qui vous insulte. Non, je vous arrête tout de suite. Je vous arrête tout de suite. C'est un malentendu. Il n'y a pas de journaliste de l'équipe, là. Non, il n'y a pas de journaliste du tout. Non, je peux le dire, parce qu'à chaque fois que je le dis, je me fais reprendre de voler par l'équipe. Et je dis, c'est un faux. Nico ne m'a jamais dit ça. D'ailleurs, je le revois, on se croise de temps en temps. Je dis bonjour, on n'a strictement aucun problème. Les gens essayent de faire croire qu'on a un problème. On n'en a aucun. Nico n'a jamais dit ça. Et c'est ce que j'explique aux journalistes. Imaginez, on se retrouve dans le vestiaire, à la mi-temps. Il m'aurait dit ce que vous avez écrit.
Et vous pensez que je serais comme ça, gentil, sympa, tout va bien? La vie est belle, allez, on continue le match, hein, les gars. Vous pensez un instant que ça aurait pu se passer comme ça? Bah non, il se serait passé autre chose. Voilà. Oui, il y aurait peut-être eu bagarre générale dans le vestiaire. Peut-être. Ça aurait été bien aussi. Oui, mais ça aurait peut-être été mieux, hein. Ça les aurait bougés. Ça aurait peut-être provoqué quelque chose. Donc, il ne s'est rien passé. Rien. De ce qui a été dit, rien. J'étais en face de lui. Voilà. Ce que j'ai dit, d'ailleurs, c'est dans le bouquin qui est là-bas, livre de poche, il en vente. Il a près du libraire pour y dédicacer. Combien? 8,90 €, je crois, en livre de poche chez Flammarion. Les autres, ils ont été tous vendus, les gros, et il n'y en a plus. J'ai tout écrit, c'est tout dit. Et malgré ça, on me ressort toujours le même truc. Je dis, arrêtez un moment, stop, c'est faux. C'est faux. Donc, le premier article, faux. Après. Déjà, on l'oublie. Ensuite, alors, le capitaine Patrice Evra qui lance une chasse aux traîtres. C'est un malentendu. Pat, contrairement à ce qu'on a laissé croire sur lui, n'est pas l'instigateur de tout ça. Il était capitaine, et j'ai discuté dans ces périodes-là beaucoup avec lui. Il essayait de faire passer les messages, ça passait pas. Il a été le relais, et lui, il a été coincé entre les deux. Une forme de fidélité à l'équipe et de respect de l'encadrement. Et il essayait de faire le joint. L'histoire, c'est qu'en conférence de presse, voilà, il cherche qui a pu dire ça. Qui a pu dire ça? Ouais, c'est une erreur de com, simplement. Mais c'était pas. C'était dans l'air du temps, à ce moment-là. D'accord. Alors, je continue. Pardon. Alors, l'équipe en grève qui boycotte une séance d'entraînement. Vous voulez pas plutôt qu'on leur distribue le bouquin? Bien sûr. Si, ça serait mieux. Oui, on peut le mettre en vente à la fin, bien sûr. Il est là. J'espère qu'il est là. C'était quoi, là? La grève. L'équipe en grève qui boycotte une séance d'entraînement. Oui, c'est ce que je vous dis. Ils ne savaient pas qui ils étaient, où ils étaient et ce qu'ils faisaient. Ils ne se sont pas rendus compte que c'était la Coupe du Monde, que c'était en Mondiovision. Je suis quand même fier d'un truc. Très infantile, donc. Oui, non, je suis fier d'un truc, c'est qu'on a inventé le premier loft. Absolument, la télé-réalité. Oui, on est passé la télé-réalité, c'est nous en premier. On a passé, parce que ça a commencé à 11h du matin, ça a fini je ne sais pas à quelle heure, et le monde entier regardait ça en direct. Ah oui, je peux en témoigner, j'en fais partie. En se disant, ils vont descendre, ils vont pas descendre, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui a bougé dans le bus, je le vois. Voilà, c'était à peu près ça, c'est le même niveau que les télé-réalités habituelles. Voilà, c'était ça. Donc on est les inventeurs du loft. Et j'ai rien touché dessus, je vous assure. Rien. Écoutez, c'était vachement intéressant en tout cas. C'était super à regarder. Ouais. Et alors, dernier truc, alors c'est peut-être encore faux, vous refusez de serrer la main du sélectionneur de l'équipe d'Afrique du Sud à la fin du dernier match. Oui, ça c'est vrai. Ah, pourquoi? Je le revendique, je le dis. Parce que quand on s'est qualifié, il était entraîneur de l'Afrique du Sud, quand on s'est qualifié, et il y a eu le tirage au sort, il a dit, c'est une honte que l'équipe de France... Et vous savez comment on s'est qualifié. Il y a eu l'histoire de la main de Thierry Henry contre l'Irlande. Et il a dit, c'est une honte que l'équipe de France vienne en Afrique du Sud. Bah, je sais pas. Moi, je trouvais plus naturel de ne pas le saluer et de lui dire, je vais pas lui dire merci, c'est gentil de nous avoir accueillis si bien. Voilà, et il vient. Mais le problème, encore une fois, si c'était resté entre nous, il vient, il veut me serrer la main, je lui dis, casse-toi, abruti, et je m'en vais. Le problème, c'est que tout d'un coup, son staff est arrivé, tout le monde est arrivé, se sont jetés les uns sur les autres, et j'étais coincé au milieu. Moi, je voulais qu'une chose, c'était m'en aller, pas le voir. Dégage. Et tout ce qui est venu autour a fait une polémique. Mais je le revendique, et si c'était à refaire, je ne lui serrerais pas la main, et quoi qu'on puisse en penser. Je pense être dans mon bon droit à ce moment-là. Je ne peux pas dire merci à quelqu'un qui nous dit « vous n'êtes pas les bienvenus ». Donc finalement, c'est très subjectif, tout ça, c'est des rapports humains, les datas, elles sont très loin quand même, on est très éloigné de tout ça. C'est très journalistique. Oui, merci. Bah pourtant, je ne suis pas du tout. J'ai dû trop les entendre. Mais c'était dans la ligne de ces 3-4 années où j'étais à la tête de l'équipe de France. Ça continuait. Il y avait une forme d'agression permanente. Ah oui. Des médias, un peu de ma faute, je l'avoue.
un peu de ma faute, parce que j'ai pas cherché à éviter la confrontation. Voilà. J'ai dit, si je retiens un truc de cette expérience, c'est qu'on gagne jamais contre les médias. Ça, on peut faire ce qu'on veut. Je veux dire, si, il faut gagner ces matchs. Il faut être champion du monde, vice-champion du monde. Et là, on peut dire ce qu'on veut, comme on veut. Ils reprendront pas la petite phrase, le petit truc qui est un peu de travers et qui va faire qu'on peut faire de polémique, parce que le résultat fait la différence. C'est ça. Mais donc, vous avez été défendu par Catherine Ringer. Oui, je le remercie. Elle a fait une belle chanson. Qui a fait une chanson magnifique sur vous. Oui, oui. Ah, elle a pris la défense des innocentes victimes. Absolument. Que je représentais à ce moment-là. Absolument. Et, c'était ça. Et vous savez, les médias sont oublieux, donc tout ça... Non, mais je suis content d'un truc maintenant, parce que vous me reparlez de ça. Mais quand je me promène à Paris, je vais faire les courses normalement, de tout le temps. Je vais au musée, je vais au théâtre, je vais au cinéma. Et les gens, quand ils me voient, le premier truc dont ils me parlent, c'est de 2006. Ah bah oui, bien sûr. Eh ben oui, vous l'avez occulté, vous avez vu ? Oui, c'est vrai. C'est ça, voilà. Les gens, ils me parlent de... Vous êtes celui qui a lancé 2006. Zinedine Zidane. Lancé... vous l'avez sélectionné. Non, il a joué. Non, il a commencé en équipe de France. Moi, je l'ai eu en espoir d'abord. Oui, et il a commencé en sélectionné en espoir. Oui, mais il y était déjà quand je suis arrivé. Génération. Mais je l'ai eu déjà en espoir, donc je l'ai connu à ce moment-là. Et il a commencé à Bordeaux, dans le match avec l'équipe de France, contre la République tchèque, je crois, et il marque 2 buts. Il rentre à la mi-temps, même, je crois. Et il était remplaçant, il rentre à la mi-temps et il marque 2 buts. Et c'est parti à travers ça. Donc oui. Et 2006 est lié à Zidane. Ah, évidemment. Et puis quand vous étiez sélectionneur des Bleuets, vous avez aussi sélectionné Lilian Thuram, Christophe Dugarry, Claude Makelele, enfin des gens qui ont fait des petites carrières. Ah, on a eu une belle génération. Oui, vous avez quand même, vous avez été un visionnaire. Non. Non. C'était tellement évident que ces joueurs-là, ils étaient des joueurs au-dessus du lot. Ils étaient meilleurs que les autres, il n'y avait pas de problème. Il y avait un groupe là de cette génération, ils étaient une vingtaine, ils sont tous devenus internationaux. Sur cette première génération, pratiquement, ils sont tous allés dans les grands clubs et les 3/4, je dirais, sont devenus internationaux à un moment ou à un autre. Donc c'est cette équipe qui a fait 98, une partie qui a refait 2006. Donc c'est une vraie génération exceptionnelle qu'on a eue. Ça n'a pas toujours été le cas, parce que les générations espoirs, elles changent tous les 2 ans. Et le niveau n'est pas toujours le même. On ne sait pas ce qu'il y a dans les astres, il y a quelque chose. Des fois, il y a des générations entières qui sont au-dessus, et d'autres qui sont qui sont moyennes. Voilà, c'est ça. J'ai pas regardé ce que c'était par rapport aux signes. Alors on en parlait ce matin avec 2 journalistes, pardon, mais enfin je crois qu'ils sont cachés quelque part. C'est François Thomazeau et Édouard Jay, et on se disait que évidemment ce qui prédomine aujourd'hui, c'est l'argent. C'était déjà le cas ? Ça a toujours été le cas, ou est-ce qu'il y a une montée en puissance de la finance, de l'influence de la finance sur le sport par exemple, il y a l'exemple intéressant, c'est l'Arabie Saoudite qui recrute les plus grands joueurs. Alors Benzema, bien sûr, De Bron, Ronaldo, et puis d'autres, pour créer une espèce, on a l'impression, une espèce d'équipe de surhommes, l'équipe idéale. Enfin, je ne sais pas, peut-être pas idéal selon vous, mais qui pourrait après éclipser peut-être presque toutes les autres. Moi, je me souviens, j'ai commencé à jouer au foot, j'étais pro en 70. Non, ne rigolez pas, hein. C'est vieux. Et je me souviens, il y avait Fleury Dinalo à l'époque, qui était plus âgé que moi, qui devait avoir 7-8 ans de plus que moi. Et il me disait, quand il voyait les salaires qui augmentaient, il me disait... Mais un jour, on va se casser la gueule. Hein. C'est pas possible de continuer comme ça. Parce qu'il voyait l'augmentation des salaires déjà à son âge. À ce moment-là, c'était en 1970. Ça fait 50 ans. Ça fait plus de 50 ans. 53 ans. Et à chaque fois, il y a une étape supplémentaire. Il y a eu les entreprises, il y a eu les capitaux venus d'ailleurs. Et maintenant, le dernier échelon qu'on connaît,
Parce que peut-être à un moment ou un autre, il y en aura encore un autre échelon financier. Pour le moment, c'est les États. C'est eux qui financent l'Arabie Saoudite, le Qatar. C'est-à-dire, c'est eux qui achètent les grands clubs et qui font vivre l'économie du football. Mais peut-être qu'on ne l'a pas inventé encore. Il y aura quelque chose encore au-dessus d'eux qui leur prendra la place et qui sera plus fort qu'eux. Je ne sais pas, parce qu'on a vu tellement d'évolutions à ce niveau-là. Mais c'est la rançon du succès. Dire si ça ne marchait pas, il y a des sports, ils essayent d'avoir beaucoup d'argent. Puis l'athlétisme, ils courent toujours après. Mais comme ils tournent en rond, ils n'y arrivent pas. Il y a des athlètes là au milieu. Ouais. C'est plus compliqué. Il y a des sports où c'est plus compliqué que d'autres. Il n'y a pas l'impact médiatique qui fait que c'est plus facile d'investir dans le football parce que il y a chaque match en France, il y a 20 000 spectateurs en moyenne. En Angleterre, il y en a 40 000. En Allemagne, il y en a 42, 43 000. En Espagne, c'est 25 en moyenne par journée. Multiplié, vous voyez le nombre de personnes que ça fait qui sont concernées. Et quand on compte qu'à chaque fois, une personne, c'est une famille entière qui regarde les matchs à la télé, c'est 4, 5 personnes qui sont concernées par le football, on démultiplie à chaque fois. Voilà, c'est un week-end, c'est 15 millions de personnes en France qui sont concernées à un moment par le football, soit en le regardant à la télé, soit en emmenant leurs enfants, soit en entraînant, soit en jouant. C'est énorme. Et c'est normal que les investisseurs viennent là. Je dis, mais après, vous allez me dire, ouais, mais les joueurs, ils touchent beaucoup d'argent. Est-ce que vous connaissez un joueur qui est arrivé dans le bureau du président avec un pistolet pour lui dire, t'as intérêt à me donner ça, sinon t'es mort? Non. C'est le système économique qui fait qu'ils peuvent donner ça. Et quand on donne ça à Mbappé, le retour, il est là. Quand on donne à Messi ce qu'on lui donne, le retour, il est présent. L'économie tourne autour de ça. Je dirais, on en parlait tout à l'heure, ceux qui sont chers, c'est les anonymes, c'est les moyens. C'est ceux qui ont bénéficié de la hausse des salaires sans avoir le talent qui permettent d'être des locomotives. Et ce n'est pas eux qui servent à quelque chose. Est-ce que les investisseurs, les financiers sont interventionnistes? Est-ce qu'ils vous ont embêté je dirais, moi, non. Oui. Dans les clubs interventionnistes, comme les présidents, vous prenez des présidents de clubs qui payent, il n'y en a plus beaucoup. Parce que si vous regardez les présidents, ils sont virés aussi vite que les entraîneurs maintenant. Je crois que je me demande si on faisait le décompte, parce qu'on fait le décompte des entraîneurs virés l'année dernière, il y en a eu 11 en première division, je crois. En deuxième division, à peu près pareil. Mais si vous comptez le nombre de présidents qui ont été virés aussi, ils sont pas mal. Ils sont pas mal, parce que maintenant, ils sont présidents salariés. La plupart. Avant, c'était des présidents, c'était leur club, c'était leur structure, ils avaient des associés, mais c'était quelque part un peu leur argent. Maintenant, non, ils sont salariés, ils touchent leur truc et on leur demande des résultats. Alors, ils peuvent virer l'entraîneur 1 fois, 2 fois. On a vu certains 3 fois. Il y en a un, ça va arriver bientôt, ça fera 4. Il est toujours en place, mais il ne tiendra pas longtemps. À un moment, on dira, à force de virer tous les entraîneurs, il faut bien se rendre compte que la problématique, ce ne sont pas que les entraîneurs. C'est les présidents. Salariés, hop, on dégage. Donc la pression, maintenant, elle vient du pouvoir, mais avant, elle venait du président normal. Moi, je me suis retrouvé à Lyon. J'étais à Lyon avec M. Aulas. C'est une pression naturelle. Il ne m'a jamais dit, à aucun moment, il ne m'a jamais dit, tu dois faire ça. Jamais. C'est pas possible. C'est pas son mode de fonctionnement. Je l'ai raconté à tous les entraîneurs qui sont arrivés après à Lyon. Je lui dis, mais faites attention, le jour où M. Aulas vous dit, Raymond, ne penses-tu pas qu'on devrait réfléchir à ça? Posez-vous la question, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Et faites attention, et voilà, amenez des éléments qui vont répondre à cette question. C'est ça. Mais il disait jamais, il faut faire ça. Il n'y avait pas d'imposition. Comment vous jugez justement l'évolution de l'OL? Il y a maintenant un Américain qui est arrivé.
Vous quittez la scène ou vous restez? C'est compliqué. Mais Lyon n'est que le symbole de ce qui s'est passé à Bordeaux, de ce qui s'est passé où à Lille, à un moment, ça a failli aussi. Ils ont été repêchés parce que la DNCG a été gentille, sinon ils devaient aussi, ils étaient morts. Et les résultats sportifs, ils ont réussi à récupérer le truc, ça les a maintenus. C'est un système qui s'est mis en place où le trading, c'est-à-dire la vente des joueurs, devient plus importante que le résultat. Alors ils s'imaginent qu'en vendant des joueurs, ils vont racheter d'autres et qu'ils vont avoir une équipe. Ben non, ça marche pas comme ça, une équipe. Ça se construit pas comme ça se construit pas en faisant croire à ceux qui arrivent et qui ont fait 10 matchs en première division, qu'ils vont, ils vont partir, ils vont aller jouer en Allemagne, en Angleterre, qui vont multiplier leur salaire par 15 ou 20. Ou même pas forcément, mais qui vont pouvoir partir ailleurs sans avoir rien prouvé ici. Et on a installé cette idée que les jeunes arrivent et ils vont pouvoir partir pour aller ce qu'ils appellent maintenant un grand club, parce que l'OL n'est plus un grand club à l'heure actuelle. Mais il redeviendra, je suis sûr, quand Aulas reviendra. Alors j'ai une dernière question, puis après on va passer la parole à nos amis qui veulent s'inclure dans la conversation. Il y a une tendance de fond en ce moment dans le sport, c'est la féminisation. Et bien un grand phénomène, c'est le foot féminin. Qu'est-ce que vous en pensez, Raymond, du foot féminin, qui est en plein essor aujourd'hui? Comment vous le jugez? J'aime bien toujours refaire l'histoire. En 1971 ou 72, je crois. Avec l'OL, on a fait une tournée au Portugal. Et on a emmené avec nous l'équipe féminine du FCL de l'époque, avant que l'OL le rachète. C'était extraordinaire. Nous, on a fait 2 matchs amicaux, on a fait 1500 personnes. Elles ont fait 2 matchs amicaux, il y avait 10 000 personnes. C'était une découverte totale. Mais c'était en 1970. Ça a mis du temps, ça a prendre de l'essor. Mais c'est sûr qu'il y avait une voie, il y avait une possibilité. On le sait, il n'y a aucune raison, et les filles le disaient souvent. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de jouer sur un grand terrain avec de l'herbe et qu'on est toujours obligé d'être dans les salles enfermées? C'était un peu leur interrogation. J'ai été à la DTN, donc à la direction technique nationale, et on a eu, après 98, on a eu Aimé Jacquet nous a rassemblés, tous les entraîneurs nationaux, et il fallait prendre position, savoir ce qu'allait faire la Fédé sur le sport féminin. Ce qu'il fallait faire. Vous voyez, c'était une interrogation. Hein. On se posait, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on pousse? Est-ce qu'on met les structures en place? Est-ce qu'on met des moyens en place? Et il y a eu un débat entre tous les entraîneurs nationaux, et tout le monde n'était pas forcément d'accord, hein, en disant, ouais, ça ne sert à rien. Donc on était quelques-uns à défendre l'idée qu'il fallait absolument mettre les moyens parce que il y a de l'avenir pour le sport. Et moi, j'avais défendu le truc en disant, et je l'avais vu en me baladant sur les terrains, quand on voyait des femmes encadrer des équipes de jeunes, eh ben, c'était super. Ça se passait bien, les gamins étaient heureux. Je dis, ils jouaient, gagnaient, ils perdaient. Mais je dis, il n'y avait pas de pression. J'ai vu le même niveau des mecs entraînés qui faisaient pleurer les gamins à la fin parce qu'ils avaient perdu. J'ai jamais vu avec les filles. J'ai jamais vu ça. Et donc, je dis, ça va amener, ça va humaniser, ça va aider, ça va calmer la testostérone des soi-disant coachs, entraîneurs, quand ils sont avec les équipes de 12 ans, 13 ans, qui se prennent pour Mourinho ou Ancelotti. C'est les remettre à leur niveau. Vous êtes des éducateurs. Et c'est pour ça que j'ai dit, et plus il y aura de filles qui joueront, plus on aura de femmes dans l'encadrement. Donc on était allé là et on avait lancé l'idée et mis en place. Là, je suis encore dans la commission du sport féminin de haut niveau avec M. Aulas. Et on met les structures en place. Là, il y a vraiment, et on peut faire confiance à M. Aulas de ce côté-là, le sport féminin, le foot féminin, il est quand même un précurseur, pas le premier, mais celui qui a lancé, celui qui en a fait un vrai sport professionnel. C'est lui qui l'a fait en France.
Donc, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie et ça va se développer. Et je trouve que c'est une super idée, en tous les cas. Maintenant, il manque à l'équipe de France de gagner un titre pour emmener encore un peu plus les féminines et les jeunes filles sur la voie du foot. Pas forcément du foot professionnel, mais du foot. Il y a cette idée qu'on peut arriver au plus haut niveau à travers le foot féminin, mais il faut amener les structures qui vont avec. L'encadrement et les structures. Et ça, pour le moment, ça manque, parce que quand vous êtes sur un terrain, et à la municipalité, vous savez ce que c'est, et il faut partager les terrains, il faut partager les heures d'entraînement, et en général, c'est les filles qui passent en dernier. Pas chez vous, c'est bien. Il y a le partage aux mêmes heures. Oui, mais vous avez plusieurs terrains. Vous avez plusieurs terrains. Voilà, c'est ça. La problématique, elle est là. C'est quand les clubs ont un seul terrain, la priorité, elle revient aux hommes. Et il faut améliorer les conditions. Alors, je vois qu'on a beaucoup de nouveaux spectateurs qui viennent d'arriver subitement. Maintenant, je voudrais bien que peut-être que vous participiez à la discussion. Alors, qui aimerait poser une question? Monsieur là-bas, est-ce qu'on peut lui donner un petit micro? Allô? Quelqu'un peut-il? Ou alors je descends. Voilà, c'est monsieur au deuxième rang, juste derrière Jérémy Bréau. Oui, bonjour. Pour la petite histoire, on est à peu près de la même génération. Je vous ai vu jouer à Gerland et tout. Enfin, vous parlez dans le micro, monsieur. C'était des grands moments. Juste alors la question, c'est vous avez été entraîneur de l'équipe de France Espoir, l'équipe de France, la vraie équipe de France. Beaucoup de en Europe et dans le monde, beaucoup d'entraîneurs d'équipes nationales ont entraîné des grands clubs derrière. Comment se fait-il que vous, personne ne s'est occupé de votre cas? Pour moi, c'est avec la connaissance et l'expérience que vous aviez. Voilà. C'était ma question. Il n'est pas journaliste. Hein. Non, mais je peux y répondre maintenant. J'ai attendu 10 ans pour y répondre. J'ai eu en 2011, tout de suite derrière, mon fils il avait 5 ans, il a eu un cancer, un médulloblastome. Donc je suis resté 2 ans, 3 ans. J'ai dit je ne peux pas partir. Je ne peux pas bouger. J'ai eu des propositions, j'ai eu des possibilités. Et j'ai dit je tourne la page et je m'occupe de lui. Maintenant, ça fait 10 ans. Voilà, il est sorti d'affaires. On n'a plus de problème de ce côté-là. Mais moi, j'ai appris à vivre autrement, quelque part. Je me dis, le métier d'entraîneur, c'est un métier de fou. C'est un métier où il n'y a plus de temps. On fait 24... le terrain ne me manque plus. À un moment, j'ai essayé, quand j'ai fait l'expérience à Nantes, ça s'est arrêté, je vous assure. La seule chose qui me manque, c'est de se lever le matin et d'arriver sur le terrain, de sentir l'odeur de l'herbe, de se retrouver sur un terrain de foot. Ça, oui. Mais tout ce qu'il y a autour, je vous assure. J'ai du mal. Donc voilà pourquoi je ne suis pas reparti à ce moment-là. Mais ce n'est pas la faute des clubs, parce qu'on m'a demandé, mais je n'ai pas suivi. Alors, on va essayer d'alterner les questions d'adultes et les questions de ces jeunes gens qui viennent d'arriver. Donc, alors, je me tourne. Bonjour, ça va? Alors, est-ce que vous avez une question à poser donc, c'est grâce à Jérôme, ici présent. Est-ce que vous avez une question à poser donc, à Raymond Domenech? Qui veut parler en premier? Il faut lui donner un petit micro. Hein. Il y en a 3 qui veulent parler, là. On a une question de Kankou et Ahmed. Quand as-tu commencé le foot? À quel âge? À quel âge j'ai commencé à jouer au foot? Oui. Quand j'ai commencé à marcher. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai, mon père me mettait... en poussant la poussette, comme ça, j'avais un ballon devant. Il me mettait le ballon, je poussais le ballon. Mais et après, j'ai commencé réellement à jouer dans un club. C'était à l'OL et j'avais 8 ans. Donc à partir de là, oui, on faisait un entraînement par semaine. Mais je jouais le mercredi à l'école. Je jouais tous les soirs en sortant de l'école. On jetait le cartable dans un coin.
Voilà, l'été, on faisait 4h30 jusqu'à la nuit. Mon père nous courait après pour venir nous chercher pour aller manger. C'était... Ouais, j'ai toujours joué, en fait. Le foot était-il facile pour vous? Sinon, pourriez-vous nous dire l'intensité de vos efforts? Attends, j'essaye de résumer la question. Reformule ta question. Le foot, c'était facile pour vous ou alors vous avez dû faire beaucoup d'efforts? Est-ce que vous avez dû faire des efforts? Des efforts? La ténacité, hein, déjà. Je dirais, c'est pas des efforts. Quand tu aimes ce que tu fais, c'est pas des efforts. Je veux dire que tu fais des efforts quand tu es obligé de faire des trucs. Et ça te demande des efforts. Sinon, moi, j'arrivais à l'entraînement tous les jours. À l'entraînement, j'attendais ça toute la journée. Je veux dire, le jour où il n'y avait pas d'entraînement, j'étais malade. Je veux dire, il fallait que je fasse autre chose, quoi. J'avais besoin de ça. Donc ça, c'est pas des efforts. Tu fais des efforts quand tu es obligé le soir de faire tes devoirs et que ta mère, elle t'arrive et te dit, il faut aller faire tes devoirs et que tu n'en as pas envie. Là, il faut que tu t'y mettes et que tu fasses un effort. Moi, je t'assure, pour aller jouer au foot, aucun effort. Hein. Ah, là, c'était... voilà. Alors, il y a des questions. Il y a au premier rang, puis il y a un monsieur derrière. Attends, après. Une dame là aussi. Alors, dans quel ordre? Comme vous voulez. Et monsieur le maire aussi qui veut parler. Et plein de gens derrière. Donc, il y en a plein. Il y a un monsieur là, juste devant moi, là, à l'avant-dernier rang, ou presque. Une dame aussi. Allez-y si vous avez le micro. Une dame qui a déjà le micro. Puis après, le monsieur qui est en noir, là. Juste là. Moi, je voulais vous poser une question en tant qu'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Moi, j'allais au stade quand j'étais petite avec mon papa. Donc quel coup de vieux je viens de prendre, là. Il vous a connu en tant que joueur, il m'a beaucoup parlé de vous, il vous aimait beaucoup. Et moi, j'ai commencé à aller au foot en 2e division. Vous étiez on était en 2e division et vous avez permis à l'OL d'accéder à la 1re division. Je voulais savoir si vous vous en souvenez bien. Enfin, moi, je m'en souviens très bien. C'était un match exceptionnel. Voilà. Et bon, ça fait très longtemps, c'est en 89, je pense. Et je voulais savoir si vous aviez des bons souvenirs. Enfin, comment ça s'était passé pour vous? J'ai des bons souvenirs, parce qu'en plus, les joueurs de cette époque, quand je les croise, que ce soit Rémi Garde, Bruno Genesio et toute cette génération de jeunes lyonnais qui a fait la montée. Parce que vous dites c'est moi, non. C'est l'ensemble de l'équipe et du club qui a permis qu'on le fasse. C'est des moments, ouais, c'est vraiment des moments extraordinaires. Ça a été une année pleine, une année mais où il a fallu imposer. Le club était en 2e division depuis 7 ans, 8 ans, je crois. Et il y avait beaucoup de trucs. Il a fallu que je vire du monde en arrivant. C'était une pression permanente pour empêcher l'euphorie et pour permettre et obliger les jeunes à être toujours au niveau, avoir cette exigence. C'était une bonne école, mais c'était un vrai bonheur. Et c'est vrai que ce dernier match à Gerland, il a quelque chose. Je me souviens parce qu'à je sais pas, à 5 minutes de la fin, il y a on fait 0-0 sur le dernier match, il nous fallait un point, et Jackie Collin marque un but, une frappe de 25 mètres, et on ne sait pas pourquoi, le juge de touche, il lève son drapeau. Il était pratiquement vers les 6 mètres. Hein. J'ai couru vers lui comme un fou. Je lui ai dit, mais vous êtes cinglés, regardez le monde qu'il y a ici. Vous imaginez s'il nous marque un but sur la contre-attaque, alors qu'il n'y avait rien à refuser, quoi. Tout le monde s'en foutait, même les autres. Il avait marqué. Je me suis jeté dessus et il y avait le public, je voyais les gens là autour de nous. Ouais, il y avait quelque chose qui restera en permanence. Je pense que le public l'a vécu comme ça et nous, de l'intérieur, on l'a vécu pareil, mais toute l'année. Mais avec beaucoup d'exigences tout le long de l'année. Alors un autre petit enfant, monsieur. Une question de Mélina et Hidaya. C'est Jérôme qui décide. Mettez le micro dans votre bouche pour qu'on vous entende. Mets-le devant la bouche, le micro, et parle. Comme ça, regarde. Tu le colles sur le menton. Colle-le sur le menton, comme ça. Vas-y. Ça marche tout seul. Quel était votre métier de rêve quand vous étiez enfant? Mon métier de rêve. Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant? Ah bah tout simplement, je voulais être président de la République. Bah, c'est une très bonne Basique. idée. C'est basique. Oui.
En même temps, c'est efficace. Alors, il y a un monsieur là derrière là, qui cherche à parler depuis tout à l'heure. Vous voyez, vous pouvez lever la main pour montrer que vous êtes là. Oui, bonjour. Donc, merci pour cette conférence très intéressante. Moi, je voudrais parler de notre club de cœur, l'OL. Bon, en ce moment, c'est très compliqué. Dans 2 jours, l'OL va repasser devant la DNCG, donc le gendarme financier. Si ce résultat est négatif, comment est-ce que vous verrez notre propriétaire actuel rester en place? Parce que voilà, l'équipe s'est considérablement affaiblie ces dernières années. Vous avez parlé de la vente des joueurs, du trading. Et déjà, le maintien, ça passera par un mercato réussi en janvier, mais encore, faudra-t-il valider ce blocage de NCG? Je ne sais pas ce qui va se passer à la DNCG, mais quoi qu'il arrive, soit la DNCG prend la même sanction en leur disant qu'ils n'ont pas le droit de recruter au mercato d'hiver, parce qu'ils n'ont pas récupéré les fonds, soit ils ont trouvé suffisamment de fonds pour justifier d'un bilan positif jusqu'à la fin de l'année, et ils auront une possibilité de recruter, mais ça peut être limité sur l'investissement. Et la dernière option, c'est tout libre et ils peuvent recruter. Mais les mercatos d'hiver, les gens ils disent on va se renforcer au mercato d'hiver. Vous connaissez beaucoup de joueurs de haut niveau, de bons joueurs qui ont envie de venir au mercato d'hiver à Lyon, qui va descendre en 2e division? Ben non, il n'y en a pas. Hein. Il n'y en a pas. Des pas bons, il y en aura. Hein. Qui viendront, ils seront contents de venir à l'OL, mais vous allez prendre des joueurs moyens de Molenbeek ou de Botafogo, qui seront prêtés, des jeunes, pour essayer de faire la promo et de les revendre quelque part. C'est-à-dire, pour moi, cette stratégie est une impasse. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et on en a parlé tout à l'heure, et tous les clubs qui ont fonctionné comme ça ont fini au même endroit avec Saint-Étienne. Alors, on a une question de Nadir et Mohamed. Vous jouez dans quel club et quel était votre salaire? Votre salaire. Quel était votre salaire? Quelle question? J'ai commencé à l'OL. J'avais 18 ans. J'ai signé mon premier contrat semi-professionnel. À l'époque, on avait le droit, parce que j'étais en terminale, donc je continuais les études, et à l'époque on avait l'obligation d'avoir un nombre de contrats, et le semi-professionnel faisait partie, donc il fallait qu'il me fasse signer obligatoirement ce contrat-là. Heureusement d'ailleurs, sinon je ne sais pas s'il m'aurait fait signer. Mon salaire, c'était à l'époque le SMIC de l'époque. Vous pouvez expliquer ce que c'est que le SMIC pour les enfants? Le salaire minimum interprofessionnel de croissance. C'est ça? Ou général. Voilà. Dans le Scrabble, on met le SMIC, ça marche. Oui, ça existe, marche, ça veut dire quelque chose. Ça passe tout seul, il n'y a pas besoin de l'expliquer. C'est le salaire minimum. C'est le salaire sur lequel personne ne peut être payé en dessous. On est obligé d'avoir le minimum. Voilà. Le premier, c'était ça. Et ils m'ont augmenté au bout de 6 mois. J'ai eu 1 fois et demi le SMIC. Sur un contrat de 3 ans. Je gagnais à ce moment-là plus que mon père. Ah oui. En terminale. Et oui, mais essayez de vous rendre compte de la problématique que ça pose. J'élargis le débat sur les jeunes joueurs. Sur les jeunes joueurs qui maintenant, à 16 ans ou 17 ans, gagnent des salaires supérieurs à leur père. Vous imaginez la responsabilité que ça met sur les épaules de ces gamins qui ont 16 ans, 17 ans. C'est eux qui, pratiquement, aident ou font fonctionner la famille. Eh ben, c'est pas simple. Je vous assure, c'est pas simple, parce que le suivi, il est pas là. Comment on fait pour dire à ses frères, à ses cousins, à tous les autres, alors qu'on a un peu d'argent et que ils sont en difficulté, que non, attends, moi c'est ma vie et ta vie c'est la tienne, tu te la fais. C'est compliqué, c'est impossible. Donc ils ont cette responsabilité-là, et moi je trouve que à ce niveau-là,
les clubs doivent beaucoup plus travailler. Le problème, c'est qu'on a les agents qui sont derrière. Il y a beaucoup de monde derrière qui ne va pas dans le même sens de cette aide. Donc voilà, moi j'ai fait la même bêtise que tous les autres qui la font maintenant, avec moins de moyens. Pendant 1 an, j'ai tout dépensé. J'arrivais à la fin du mois, j'avais plus rien. Et au bout d'1 an, je me suis rendu compte, je me suis dit, si je continue comme ça va mal se passer. Parce que ça ne va pas durer. J'ai eu conscience que ce métier-là, il ne durait pas très longtemps. Et qu'après, il fallait faire autre chose. Et que la base de ce qu'on pouvait avoir quand on faisait ce métier-là permettait après de bien vivre. Même si nous, on ne gagnait pas ce qu'on peut gagner à l'heure actuelle. Et je l'ai compris au bout d'1 an. Mais pendant 1 an, je vous assure, j'ai payé tout à tout le monde. Je les ai jetés comme ça. Vous imaginez, j'arrivais en terminale. J'étais au lycée Ampère. Moi, j'arrivais avec la voiture. Je me garais devant. J'arrivais en retard. Le gardien à l'entrée. « Ah, monsieur Domenech, encore, vous êtes en retard. Dépêchez-vous. » Les autres, ils arrivaient. « Attends, viens signer et 1 heure de colle. » Je suis passé à travers tout. C'est une injustice totale. Mais totale, hein. Je le dis, j'avais honte parfois. Pas longtemps, mais j'avais honte un moment sur le coup, en me disant c'est pas normal. Mais c'est pas normal, mais le problème c'est que ça se propage. Et ça se propage dès que quelqu'un a un peu de notoriété, un peu connu, il a tous les droits. Merde, arrêtez un peu. Non, mais je le dis. Je dis, c'est pas parce qu'on est connu, parce qu'on gagne un peu plus d'argent, parce qu'on a un peu plus de responsabilités, qu'on a plus de droits que les autres. On a les mêmes devoirs et les mêmes droits que les autres. Et ça, je suis de l'autre côté, je vous assure, j'en profite. Je trouve ça scandaleux. Vas-y. Alors, monsieur. Bonsoir. Alors, vous avez été joueur, entraîneur, sélectionneur, je crois que vous êtes consultant maintenant. Mais en tant que joueur, quel est votre meilleur souvenir? S'il fallait en sortir un, lequel serait-il? Moi, j'ai une idée pour vous. Mais... Ouais, mais je pense que vous allez vous tromper. Mais je préfère que ce soit vous qui me le dites. Moi, mon plus beau souvenir, c'est quand j'avais 18 ans, la première fois où on est venu s'entraîner à Gerland, sur le terrain. D'accord. C'était au mois d'août, c'était un billard. Et le terrain était extraordinaire, il faisait beau. Et on s'est retrouvés, je me suis retrouvé avec les pros. Et je me souviendrai toujours de ce jour. La lumière, je suis arrivé avec Guy Clopin, qui était aussi un joueur à l'OL. Et on est arrivé en retard ce jour-là, parce qu'il nous avait donné l'heure, mais c'était l'heure sur le terrain. Nous, on pensait que c'était l'heure d'arriver. D'accord. Et on est arrivé, après tout le monde était là. Il faisait beau, la pelouse, elle était magnifique, l'herbe, elle sentait. C'est mon plus beau souvenir de foot. D'accord. Voilà. Je ne pensais pas à ça. Moi, non, on ne pouvait pas penser à ça. Moi, je pensais au titre de champion de France avec Strasbourg en 79. Il était bien, mais je pensais que vous pensiez ça. Mais il a été gâché pour moi. Et oui, parce que on gagne 3-0 à Lyon, il fallait être champion. Et je dis entre parenthèses, j'étais totalement sûr de gagner. Pas parce qu'on se sentait supérieur à l'adversaire. Pour un truc, et toute la semaine, je vous expliquerai après, toute la semaine, ça m'a travaillé. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je les appelle. Moi, j'étais à Lyon l'année d'avant. Hein. J'ai dit non. Non, parce que si je les appelle, je ne saurais pas si j'ai gagné parce qu'on était meilleurs ou parce qu'ils m'ont laissé gagner. Puis après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, s'ils nous battent, qui sera champion? Vous savez? Qui aurait été champion s'ils nous avaient battus? Saint-Étienne. Donc ils ne pouvaient pas nous battre. C'était réglé, il n'y avait même pas de débat. On pouvait pas, voilà. Mais où ça a été bâclé, c'est à la fin du match. Parce qu'à la fin du match, l'arbitre a sifflé le terrain, a sifflé a donné le coup de sifflet final, et le terrain était envahi. On n'a pas pu en profiter. Il a fallu juste se sauver et sortir. J'ai connu ce phénomène 2 fois, où l'équipe qui perd à domicile est fêtée par le public local, alors que son équipe vient de prendre 3-0. Hein, et tout le monde est heureux et rentre sur le terrain et fait la fête avec nous. Ce n'est pas les Alsaciens. Hein.
Il y avait tous les Lyonnais qui étaient là, qui étaient tellement heureux que Saint-Étienne ne soit pas champion. Ils faisaient la fête avec nous. Et oui, et je l'ai connu une autre fois, à Paris, Bordeaux, Feindouno, le parc en feu. Parce que Marseille n'était pas champion. C'était l'un ou l'autre. Et en Bordeaux, en gagnant, ils mettaient Marseille derrière. Et ils ont envahi le terrain, c'est pareil. Tout le monde est rentré heureux, super, Marseille n'est pas champion. Voilà. Mais on n'a pas pu en profiter sur le terrain. On a profité après sur le retour, parce qu'à toutes les gares, il y avait tous les Alsaciens qui attendaient. La mairie, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors, on a une question de Réwan et Bérine. Étiez-vous déçu de la fin de la finale en 2006? Déçu, c'est pas le mot. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de déçu? Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que déçu? Dépité, enragé, dit-elle. Ravagé, enragé. Ravagé, enragé. J'avais tout ça en même temps. Tout ça en même temps et l'obligation de rester digne. Et l'obligation de ne pas montrer trop de détresse, trop de tristesse. Ça a été un coup, ouais. Ça a été un coup, mais pour tout le monde. Hein. Quand on perd une finale, comme ça en plus, dans ces conditions-là, c'est pas facile. C'est pas facile. Et ce qui est encore moins facile, je vais vous dire, c'est que c'était en 2006. Ça fait combien? Ça fait 17 ans. Et les gens m'en parlent encore comme si c'était hier. Hein. Dans le métro, dans la rue, partout. Oh, dommage, hein, cette finale. Hein. Et moi, la seule chose que j'arrive à dire, je dis, vous savez, moi, je suis passé à autre chose. Hein. Ça y est, c'est fini, j'ai tourné la page. C'est passé. Qu'est-ce que je fasse? C'est fait. Fini un truc. La vie n'est faite que de ça. De moments. Une fois que tu as fait ta bêtise, tu peux dire ce que tu veux. Elle est faite. Tu ne peux pas la rattraper. Elle est faite. Tu peux t'excuser, tu peux trouver des circonstances, tu peux essayer de réparer après. Mais là, c'est fait. Et chaque événement de notre vie, il est là, il est marqué. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est fait. Une fois que c'est fait, c'est fini. Et souvent, les gens avec qui j'ai vécu me disent « t'es pas humain ». C'est pas humain, parce que moi, je passe d'un truc à l'autre, c'est fini. Salut, au revoir. C'est une force. On n'en parle plus. Ouais, ça peut être une force pour rebondir, pour repartir sur autre chose. Si vous restez accroché au passé avec les valises, vous avancez pas. Donc même quand tu as fait une bêtise, rassure-toi, t'en feras d'autres. Alors il y a encore des gens derrière qui veulent parler. Ça n'arrête plus. Alors, Un petit garçon. vous étiez dans l'équipe de France? Oui, je te vois. Vas-y. Alors, Vas-y. déjà, votre joueur préféré, est-ce que c'était Zinedine Zidane? Je sais plus comment il s'appelle. Mon joueur préféré, en fait, c'est ce que tu veux savoir. J'en ai plein. J'ai plein de joueurs pendant toute ma carrière avec qui j'ai gardé des liens, qui sont des mecs bien, avec qui j'ai des affinités, que je retrouve avec plaisir de temps en temps. Tu sais, une vie, c'est ça. Hein. Tu rencontres des gens, il y en a avec qui tu accroches. Sur un groupe de 20 joueurs, tu n'as pas des affinités avec tout le monde, mais tu essayes de faire jouer une équipe. Et tu fais jouer les meilleurs. Ça ne veut pas dire que les meilleurs sont tes préférés. Mais des fois, il y en a... ça m'est arrivé 2 fois aussi. 2 joueurs que j'ai écartés de l'équipe de France. Et c'était vraiment des gens avec qui j'avais une relation, je dirais, presque de père à fils. Pour moi, c'était vraiment comme des enfants. Et je les ai écartés parce que je pensais qu'ils n'étaient pas les meilleurs pour ça. Donc on peut... Le côté professionnel et affectif, il peut être séparé. Des fois, c'est dur, mais c'est comme ça. C'est le problème de tous les entraîneurs. Des fois, les joueurs n'arrivent pas à le comprendre, mais c'est le choix de l'entraîneur
Quand il est fait de toute bonne foi et qu'il fait vraiment sur la valeur des joueurs, voilà, on ne peut rien dire. Ce qui est grave, c'est de le faire autrement et de privilégier un joueur qu'on aime bien alors que l'autre est meilleur. Ça, c'est plus grave. Alors on a une question de Amine et Hans. Alors allez-y, faites passer le micro, puis après, monsieur derrière, et puis il y a Jérémy Bréau qui aimerait bien parler depuis tout à l'heure. Non, finalement non, d'accord. Pourquoi il y a eu une grève des joueurs de l'équipe de France en 2010? C'est pas moi qui ai posé la question. Hein. T'as quel âge? Combien? T'es né en... T'es né en quelle année? 2013. En 2013? Oh, je suis bête. En 2012 Ouais, peu importe. Bon, il ne sait plus quand il est né, mais Bon, il est né il y a une bonne dizaine d'années. T'étais pas né? Oui. Et t'en as entendu parler? Ou quelqu'un t'a soufflé la question? Hein? Quelqu'un t'a soufflé la question? Oui. Pourquoi il y a eu la grève? Parce que les joueurs protestaient contre le fait que... La raison effective, c'est ça, réelle, protestaient contre le fait qu'on ait exclu Anelka suite au papier de l'équipe et parce qu'il n'a pas voulu s'excuser publiquement. Donc le président a été obligé de le renvoyer à ce moment-là, ce qui était une maladresse, une erreur, parce qu'il ne l'avait pas dit. Mais par rapport, médiatiquement, le président a pris cette décision et les joueurs ont estimé que ce n'était pas justifié et qu'à ce titre-là, ils allaient faire la grève de l'entraînement. C'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ils ont oublié qui ils étaient, où ils étaient et ce qu'ils venaient faire ici. Voilà. Et ils ont mélangé leur relation, leurs copains, avec leur mission pour l'équipe de France. Voilà pourquoi ils ont fait la grève. Alors, une autre question d'adulte, Oui. une question d'adulte maintenant. Oui, bonsoir. Monsieur. J'ai deux questions en fait. La première, est-ce que vous vous souvenez quel joueur a marqué en finale de la Coupe du Monde 2006 qui fait qu'on n'est pas champion du monde? Et la deuxième, en équipe de France, on a la fratrie Hernandez, la fratrie Thuram. Comment ça se passait dans les années 70 à l'OL avec la fratrie Domenech? Bon, la première question, je m'en souviens, parce qu'il a même pris une vitre dans la figure. Celui qui marque le dernier pénalty, c'est lui. Oui. Voilà. Et il a pris une vitre dans la figure il n'y a pas longtemps. C'est bien lui. Je ne me trompe pas. Voilà. Il y a une justice. Non, là, je plaisante, réellement. Là, c'est une plaisanterie. De mauvais goût, je suis d'accord. Heureusement qu'il n'y a pas de journaliste. C'est une plaisanterie. Comment ça se passait? Très bien. Ça se passait très bien pour moi, parce que j'étais l'aîné, que je jouais depuis plus longtemps. Ça s'est moins bien passé pour mon frère, parce qu'à l'époque, au moment de lui signer son contrat, ce qu'il devait faire, on lui a rien dit, et il est arrivé la veille des vacances, et on lui a dit, finalement, on ne te fait pas signer. J'étais capitaine, j'ai posé la question, pour savoir, et on m'a dit, parce que c'est pas bien d'avoir deux frères dans la même équipe. Vous voyez, on a changé depuis. Hein. Donc il est parti, il est allé à Marseille, à Martigues. Voilà. Et il est parti pour ça, parce qu'on m'a trouvé cette excuse-là, que peut-être j'étais trop influent si j'avais un frère dans l'équipe. C'était un peu ça. C'était justifié? Non, pas du tout. Deux frères, c'est gênant sur une équipe? Pas du tout. Deux frères, c'est deux joueurs avec deux numéros différents, voilà, et qui peuvent jouer. Il y a plein d'exemples qu'on a vus qui jouent ensemble. Ça pose aucun problème. Je dirais même, ça aide parce que c'est un problème de solidarité, de responsabilité l'un par rapport à l'autre, d'aide mutuelle. Je trouve au contraire que c'était bien. Alors, je me tourne vers nos amis. Question de Ryan et Julian. Pensez-vous que l'équipe de France actuelle pourra gagner la Coupe du Monde 2026? Si oui, avec quels joueurs? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? C'est clair, hein? C'est précis. Tu vas faire quoi comme métier? Il veut être journaliste.
ils vont d'abord gagner l'Euro avant de gagner la Coupe du Monde. Et après, vu la jeunesse de cette équipe de l'Euro fera la Coupe du Monde et sera un candidat sérieux à la victoire. C'est une équipe avec des joueurs, pour le moment, qui sont au-dessus du lot. Il y a un groupe de joueurs. Après, je veux dire, on peut toujours être battu par la Suisse au pénalty à un moment ou un autre, mais ça arrive. Mais sur la réalité des forces de cette équipe, il y a peu de pays qui ont ce potentiel. Les Anglais peut-être, mais pas derrière. Les Allemands, ils sont morts. Les Espagnols, mais les Espagnols c'est jusqu'en quart de finale, une fois qu'ils ont fini de faire tourner le ballon. Méfions-nous du Portugal et des Italiens. Parce que malgré tout, je veux dire, c'est des compétiteurs, et quand ils sont dans la compétition, ils savent ne pas être beaux, mais être présents. Voilà, ils savent, eux, je veux dire, l'objectif, le résultat. Donc, oui, ils seront, et avec les mêmes joueurs. Pour répondre à ta question, il n'y en a pas beaucoup qui vont arrêter là, d'ici 26. Là. Il y a partout. Monsieur. Alors, la première question, parce que j'en ai deux. La première, est-ce que vous pensez que c'est plus facile d'entraîner aujourd'hui ou plutôt avant ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un problème de génération ? Parce que je vais faire un petit spoil sur le livre. Moi, je me souviens d'un passage qui m'a beaucoup marqué, où vous expliquez qu'après une défaite en qualification pour l'Euro de mémoire, Coupe du Monde, pardon, que la première pensée des joueurs, c'était à quelle heure ils allaient déjeuner le lendemain matin dans le bus quand vous montez. Et à ce moment-là, je me suis dit, effectivement, on est plus sur de la gestion, on est sur de la gestion humaine, mais très très lambda, quoi. La préoccupation première des joueurs, c'était de savoir à quelle heure ils allaient déjeuner le matin. Et la deuxième, c'est parce qu'on a beaucoup parlé médias et l'influence médiatique autour de toutes les fonctions. Est-ce que vous pensez que la réputation que vous avez traînée en tant que joueur, effectivement du joueur rugueux, elle n'est pas liée intrinsèquement au poste que vous occupiez de milieu défensif, puisqu'on demande à un milieu ou un stopper en tout cas d'avoir une grosse activité. Et je me souviens d'un parallèle qui était fait, je crois que c'était Didier Deschamps qui l'avait dit, que je trouvais très juste, entre dans une équipe, il faut parfois des maçons et des architectes. Les architectes, ils sont plus en lumière, mais les maçons, ils ont un rôle tout aussi important, mais qui est moins mis en valeur. Oui, la première, c'était... J'ai oublié la première. Il y en a eu beaucoup. Hein. C'était... Oui, le petit déjeuner. Mais sur le fait effectivement, qu'entraîner aujourd'hui, c'est un peu plus difficile que... C'était une boutade de ma part. C'était une boutade pour dire... j'ai pas l'impression que ça les préoccupe. Voilà, ils sont éliminés. Bon, ils vont passer à autre chose. Dans 2 jours, ils sont en vacances. Et dans 3 semaines, ils reprennent le championnat et repartent sur autre chose. C'était une forme de boutade, le petit déjeuner, c'était l'immédiateté de l'événement qui arrivait derrière. Le deuxième, sur la réputation des joueurs de ma génération, je vous dis, j'en ai parlé tout à l'heure, qui étaient plus agressifs, plus méchants que moi. Il y en a j'en ai une liste, j'ai une bibliothèque entière. Hein. Dans tous les clubs, il y avait 3-4 joueurs dont il fallait se méfier. Et tous les clubs étaient pareils. Donc c'est pas... Voilà, ça répond à la question ou pas ? Ouais. Ça n'avait rien d'exceptionnel. J'étais ni plus ni moins que les autres méchants, mais j'ai eu quelques coups, j'étais beaucoup plus spectaculaire. Donc il y a eu un truc même, Lyon-Saint-Étienne avec Sarah Magnin. Le truc qui est extraordinaire, je vous le raconte vite fait, si vous avez le temps. Non, parce que si vous voulez y aller, vous pouvez y aller. Hein. On était en équipe de France Espoir. On rentre dans l'avion, on joue aux cartes avec les Stéphanois. Il y avait Santini, Sarah Magnin, il y avait Bernard Lacombe. On joue aux cartes. Et on est en train de jouer. Et le derby, c'est 3 jours après. Et on rentrait en avion. Et il commence à me parler, à me chambrer. Je dis, écoute, Sarah, fous-moi la paix. Tu vas faire un quart d'heure demain. Je vais te découper au bout d'un quart d'heure. Arrête. Le problème, c'est qu'il a fait un quart d'heure. Et c'est rentré dans la légende. Mais il a fait un quart d'heure sur un truc, il avait eu tellement peur. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, à Gerland, il y avait la piste. Et le long de la piste, il y avait une barre en fer
pour délimiter. C'était un truc rond comme ça, métal. Et il part en profondeur et je le coupe. Et au moment où j'arrive, il a eu tellement peur, il saute. Et je le pousse de l'épaule, je le prends comme ça à l'épaule. Il fait 2 mètres en avant et il tombe sur la ligne en métal et il se fait double entorse, arrachement, tout. Un quart d'heure. Vous êtes voyant. Comme c'était prévu. Voilà. Raymond Domenech est également voyant. Resté. Et ça, c'est un truc qui est... Après, les mecs, ils m'en parlaient encore. Ils disaient, tu l'as fait exprès. Je dis, non, c'est de sa faute. Alors, les 2 dernières questions, parce qu'après, il va être temps de... Alors, je ne sais pas, qui veut prendre la parole Je suis désolé, il y a la de toute nombreux... dernière question des enfants, Je si laisse vous voulez bien. nos amis... Une dernière question des enfants. Dernière question des enfants. Dernière question des enfants. Les enfants s'intéressent à votre vie d'aujourd'hui, la vie d'après-foot. Donc, on a une question, la dernière, donc de Naïla et Elif. Et une dernière question des adultes après, tous ensemble. Mets le micro sur ton menton. Vas-y. Est-ce que vous habitez dans une maison de retraite? Très belle question. Ah, celle-là, là, je m'y attendais pas. Bon, sur ce, on peut y aller, hein? Vous savez qu'on mange à 18h dans la maison de retraite. Il faut que j'aille vite. Hein. J'habite à Paris. Et pas dans une maison de retraite, non. Je suis en plein centre de Paris. Mais très haut, donc j'entends moins le bruit. J'ai une belle vue sur les monuments parisiens. C'est plutôt sympa. Voilà, je suis pas encore. Mais je suis à la retraite, effectivement. Je suis à la retraite en tant que salarié normal, footballeur. Mais en fait, je continue à travailler. Voilà, c'est ça. Depuis la législation Giroud, qui avait fait tomber le truc pour les entraîneurs à 65 ans, parce que normalement, on n'avait pas le droit de signer un contrat après 65 ans, parce que Giroud, quand il était président du syndicat, il interdisait à tous ceux qui avaient plus de 65 ans de signer un contrat. Il voulait faire appliquer la loi stricto sensu. Et le jour où il a eu 65 ans, il a signé à Lens. Et il a fait tomber la loi. Il est allé voir le président de la République. Et il a réussi, sur le travail des seniors, à dire qu'il y avait une possibilité et qu'on pouvait signer un contrat après 65 ans. Et vous êtes maintenant syndicaliste. Et je suis maintenant président du syndicat des entraîneurs. Oui. Donc je défends aussi les entraîneurs. Et voilà, on a permis, nous, qu'ils signent après 65 ans, mais comme les entraîneurs français, ils n'en veulent plus, et ils prennent que des jeunes étrangers en plus, donc on est mal barré. Donc je vais être au chômage bientôt, avant d'être à la retraite. Alors la dernière question des adultes, alors il y en a plein qui lèvent la main, moi je ne sais pas, il y a un monsieur devant moi, il y a un monsieur là, il y a un monsieur au dernier rang, madame au premier rang, enfin je ne sais plus quoi faire. Celui qui a pris le micro a gagné. Et sinon, les autres pourront parler à Raymond, bien sûr, après, pendant qu'il dédicacera ses livres. Bonjour. J'avais une petite question. Parmi tous les joueurs que vous avez connus... On ne vous entend pas bien. Parmi tous les joueurs que vous avez connus, quel est celui qui vous a le plus impressionné? Au niveau de son jeu? À tous les niveaux, niveau mental, physique, technique. Tout. Je dis, j'ai toujours été impressionné par Lilian Thuram. Parce qu'en plus d'être un très bon footballeur, c'est un écorché vif. C'est un défenseur de cause. Il est très engagé. Très engagé sur l'esclavage, sur la mémoire. Et il a une vraie vocation. Il a une vraie vocation qu'il avait quand il était joueur. C'est comment les autres joueurs... C'est Makelele, un joueur qui l'a surnommé comme ça. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, il l'avait surnommé Malcolm X, le défenseur de la cause. Ah oui, en référence au grand leader noir américain assassiné. Et déjà, il avait 20 ans à cette époque-là. Donc il avait déjà cette fonction-là et il l'a gardée en permanence. Il a toujours été fidèle à ça. Et quand il a arrêté de jouer,
Moi, je me souviens, il est venu au conseil d'administration de la Fédé, et je me suis battu avec lui, presque. Parce qu'il aurait pu être président de la Fédé, à cette époque-là. On pouvait faire campagne, on pouvait l'aider, et il aurait pu devenir le premier président noir de l'équipe de France. Et je trouvais que c'était très symbolique, et que c'est vraiment... Moi, je me suis battu plus que lui pour essayer de lui faire passer le message, et lui, il a dit non, ma fonction, elle n'est pas là. Je ne veux pas, moi, aller faire les tours le dimanche des stades. Ce qui le motivait vraiment, c'était sa lutte contre la perte de mémoire de ce qui s'est passé avec l'esclavage. Merci beaucoup, Raymond Domenech. Et puis pardon de ne pas avoir donné la parole à tout le monde. Merci à vous. Alors je vous rappelle que Raymond va dédicacer ses livres derrière, donc si vous voulez poursuivre la discussion, c'est là-bas.